Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Au sortir des 4 années noires de l'occupation, après 18 mois d'une libération qui n'a simplifié, il faut bien le dire, aucun des grands problèmes de l'existence, où en est la jeunesse française? Quelles sont ses tendances et ses aspirations? Quelle est la forme de l'inquiétude qu'on lui reconnaît? Et s'il est vrai que nous nous trouvons devant un nouveau mal de la jeunesse, par quoi ce mal se caractérise-t-il? Quelles sont ses causes? Quels peuvent être ses remèdes? Ce sont les questions que nous posons ce soir à 4 représentants des diverses tendances de l'opinion, à 4 jeunes qui eux-mêmes sont à peine les aînés des garçons et des filles dont ils vont nous parler. Autour de Paul Guimard, nous avons en ce moment dans notre studio le révérend père Daniel Lou de la Compagnie de Jésus, directeur de la revue Les Études. Pierre Hervé, député communiste à l'Assemblée nationale constituante, directeur général adjoint de Libération. Le pasteur Jousselin, secrétaire général des Scouts français, président de la délégation française à la Conférence internationale de la jeunesse qui s'est tenue à Londres il y a quelques mois. Enfin, Maurice Merleau-Ponty, qui défend les positions de la philosophie et de la morale existentialiste dans la revue Les Temps modernes. Paul Guimard va ouvrir le débat. Eh bien, une première question, messieurs, qui me paraît s'imposer. Existe-t-il réellement, à votre avis, un nouveau mal de la jeunesse? Et si oui, comment pensez-vous pouvoir le caractériser? Maurice Merleau-Ponty. Je me demande d'abord s'il ne faudrait pas localiser ce mal à Paris ou dans les grands centres plutôt que dans l'ensemble de la France. Il m'arrive souvent d'aller en province et d'y voir des jeunes gens. Je ne constate pas chez tous, au même degré, cette espèce de désarroi auquel vous paraissez penser. Est-ce que c'est également votre avis, Pierre Hervé? Il y a tout de même une inquiétude dont il faut tenir compte. Ainsi, j'ai reçu 2 lettres ici qui me paraissent assez significatives. L'une est d'un étudiant et il m'écrit qu'aujourd'hui, on donne beaucoup de coups de bâton dans l'eau et qu'il y a beaucoup de déceptions. Pourquoi? M. Pinault s'explique, M. Longchambon s'explique, tout le monde s'explique, et c'est tout. Tout ceci, ou plutôt cet exemple entre mille, pour expliquer le raisonnement qui va se faire dans l'esprit du Français sincère, patriote. Je me suis battu, résultat néant, je travaille, résultat néant. Pourquoi? Les trusts, le marché noir, etc. Maintenant, où est l'ennemi? Partout, nulle part, dans chaque cœur, dans chaque mentalité de Français. Il me semble là voir un état d'inquiétude. Et une autre lettre qui semble répondre à la première dit ceci. Il paraît que jadis les parents aimaient à développer chez leurs enfants des qualités de courage, de franchise, de patriotisme. Aujourd'hui, si par hasard ils les découvrent chez leurs enfants, ils feront tout pour les étouffer. C'est à eux de nous encourager, de nous aider, de nous guider dans la bonne voie. Au lieu de cela, ils font tout pour nous décourager par l'exemple de leur propre veulerie. Ils nous invitent à nous croiser les bras et pour se justifier, ils invoquent leur expérience. Parlons-en. Par pitié, qu'ils la gardent et nous laissent vivre. Bon, Père Danielou, estimez-vous également que ce nouveau mal de la jeunesse existe? Oui, je pense qu'il y a dans toutes les jeunesses actuellement un même malaise et qui tient, je pense d'abord à cette condition générale de l'incertitude de l'heure présente où se trouvent la plupart des jeunes gens. Alors là, nous abordons la question des causes de ce malaise. Oui. Maintenant, plus particulièrement pour parler des jeunes chrétiens, puisque ce sont surtout ceux avec lesquels je suis en contact, oui. Je pense qu'il y a chez eux une inquiétude et qui tient à ce qu'ils sentent le besoin d'un renouvellement dans leur vision des choses et dans le monde dans lequel ils se trouvent, et que cette inquiétude, à cet égard, me paraît être féconde dans la mesure où elle exprime une sorte de crise de croissance. C'est pourquoi, à côté de l'élément commun d'incertitude générale, je dirais qu'il y a dans cette inquiétude un élément également qui peut être la genèse d'un monde nouveau, que la jeunesse sent d'une manière plus aiguë que les autres sphères de la société. Bon, et bien pour compléter ce tour d'horizon, nous allons maintenant demander l'avis du pasteur Jousselin. Monsieur le pasteur. Je crois en effet, comme le disait monsieur Hervé, qu'il y a une déception de la jeunesse, mais qu'il s'agit là d'une forme particulière d'un mal général qui atteint toutes les générations. La jeunesse, cependant, étant plus sensible, ayant plus peut-être conscience des nécessités de l'avenir, marque cette déception et cette gêne d'une manière plus particulière. Il me semble qu'il faut prendre très au sérieux cette parole de nombre et nombre de jeunes qui disent que tout vaut mieux
que ce qui est actuellement. Désir de renouvellement, comme le disait tout à l'heure le père Danielou, qui est commandé par les impossibilités que nombre de jeunes rencontrent actuellement à vivre une vie qui, selon leur formule, soit leur vie. Impossibilité de s'exprimer réellement, de se développer, de se réaliser, de maîtriser leur destin. Ils pensent du moins qu'ils sont comme coincés par toutes sortes de conditions économiques et sociales qui les rendent esclaves d'un ordre donné dont ils sont très nettement insatisfaits. Bon, eh bien, pour établir un premier bilan, si vous voulez bien, nous admettons donc que la caractéristique principale du nouveau mal de la jeunesse, c'est le pessimisme. Pierre Hervé. Ça demande quelques réserves, néanmoins. Je crois, par exemple, qu'il serait exagéré de dire que les jeunes assiègent les consulats et que les jeunes ne croient plus dans le dessein de notre pays. Ça, je crois que c'est beaucoup exagéré. Il y a certainement un trouble, mais comme le passage de l'adolescence à l'état adulte est toujours marqué par une crise, il est possible qu'il y ait certaines sociétés, certains stades de l'évolution sociale où cette crise peut se dérouler pacifiquement et d'autres périodes de l'évolution sociale où cette crise est exacerbée. Et je crois qu'avec les difficultés économiques et sociales actuelles et avec le passage aussi d'un état d'oppression que nous avons vécu pendant 4 ans, et avec tout cela, peut-être cette crise a été quelque peu exacerbée. Par conséquent, vous n'estimez pas que cette crise soit grave? Je crois qu'il appartiendra à la nation et au gouvernement de donner aux jeunes de plus en plus des moyens de s'exprimer, de se développer, et qu'en cela réside la solution de cette crise. Père Danielou, que pensez-vous, vous, de la gravité de cette crise de la jeunesse? Eh bien, je pense que elle n'est pas seulement, comme le disait tout à l'heure mon ami Hervé, une crise liée aux conditions économiques et à la transformation actuelle des choses. Je crois qu'il y a aussi un autre élément ici, qui est le fait que beaucoup de jeunes actuellement n'ont pas une vision des choses claires à laquelle se rattacher, qu'ils cherchent une foi, qu'ils sont dans une incertitude, non seulement quant à leur avenir économique, mais aussi quant à la direction générale qui peut inspirer leur vie. Et à cet égard, je pense qu'il y a chez certains jeunes une sorte de désespoir moral qui me paraît être quelque chose de grave et de plus irrémédiable, en un sens, que l'inquiétude relative aux problèmes économiques. Notez bien que je n'ai pas dit simplement conditions économiques, j'ai dit conditions sociales. Cela implique aussi le point de vue moral. Et sur ce point, je partage un peu votre opinion. Merleau-Ponty? Oui, je suis très content de ce que Hervé ajoute, parce que il me semble, quant à moi, que le trouble n'est pas lié seulement aux difficultés économiques, difficultés pour chacun de trouver un métier et de s'établir dans la vie. C'est beaucoup plus que ça. Ces garçons ont eu pendant 4 ans sous les yeux un exemple particulièrement net et probant de ce qui se produit toujours un peu dans la vie sociale, mais de ce qui s'est produit d'une façon impressionnante. Je veux dire, la comédie politique et sociale. Je veux dire ceci, tout simplement. C'est que quand on est arrivé à 18 ans, en entendant certaines paroles à la radio officielle venant du chef du gouvernement, quand 2 ans après, on a vu certains éléments du même gouvernement changer leur casaque politique, quand 6 mois ou 2 ans après, on a vu encore d'autres changements de cette sorte, on a reçu une leçon de choses qui est véritablement terrible. On a appris d'un seul coup à ne plus croire trop à ce que disent les gens, peut-être même à se défier des idées, et il y a peut-être une sorte de cynisme chez les jeunes gens qui viendrait de là. Et nous en revenons par là à la crise de conscience. Bien entendu. Je crois, Merleau-Ponty, que ce cynisme est limité à certaines couches sociales, à la jeunesse intellectuelle, et d'une manière plus générale, à la jeunesse issue des classes moyennes. Cette méfiance à l'égard des idées n'existe pas chez les travailleurs et, par exemple, chez les mineurs. Et ce cynisme représente, à mon avis, une révolte sans orientation précise. On a dit parfois que le cynisme était la révolte de l'âge mûr. Mettons que les événements ont mûri trop rapidement certaines couches de notre jeunesse. Mais pour ma part, je persiste à croire que la jeunesse consiste, quel que soit l'âge que l'on a, à croire au Père Noël. Bien, bravo pour le paradoxe.
Père Danielou. Bravo pour le Père Noël, Hervé. Mais permettez-moi de ne pas être tout à fait rassuré par votre explication. Parce que derrière le Père Noël, je vois ce réalisme politique qui ne me paraît pas être un remède suffisant à ce cynisme que vous voulez guérir. Et qui, en justifiant bien des moyens à partir du moment où la cause de la Révolution les justifie, me paraît laisser un chrétien dans cette même inquiétude qui est précisément la réticence foncière qu'il garde à l'égard du communisme. D'ailleurs, pour parler d'un autre mouvement qui se pose tout à fait à notre attention, je pense que l'existentialisme, de son côté, ne me paraît pas non plus être une réponse à ce cynisme, du fait qu'il me semble justifier également toutes sortes d'attitudes et ne pas permettre une discrimination entre elles par laquelle puisse être surmonté ce cynisme dont nous parlons en ce moment. Vous savez, mon révérend père, C'est Merleau-Ponty qui répond. L'existentialisme, le mot a été pris dans tant de sens que je ne sais plus auquel vous faites allusion exactement. Enfin, si nous entendons par là une méthode philosophique générale, elle consiste en ceci: on constate des contradictions. Si vous entendez par là les ouvrages de notre contemporain Sartre, je vous dirais simplement ceci: il en a publié quelques-uns que je trouve excellents, il est loin d'avoir fini son œuvre, et il est peut-être prématuré de lui demander dès maintenant des consignes politiques et morales extrêmement déterminées. Le mur. Il y a un mur devant nous. Eh bien, c'est ce que j'appelle la constatation des contradictions. Pouvez-vous, pour votre part, Hervé, avec la formation que vous avez et à laquelle vous êtes fidèle, votre formation hegelienne, pouvez-vous considérer comme dépourvue de sens une philosophie comme celle-là? Mais nous pensons qu'il n'y a pas d'impasse. Et qu'en effet, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas d'impasse, mais il y a des détours. Et ce sont les détours qui inquiètent le père Danielou, comme moi. Mais c'est précisément que nous mettons au service d'un idéal et d'une foi et d'un optimisme foncier. Nous mettons une conception lucide de la société avec ses différentes contradictions et ses luttes de classe. Et c'est cela qui nous permet précisément de peut-être faire des détours avec efficacité. Si vous nous expliquez les contradictions que nous constatons, celles par lesquelles un patriote d'autrefois est devenu un traître, ou par lesquelles un homme de gauche d'autrefois est devenu un patriote, si vous nous les expliquez, je crois qu'alors vous entreprenez de lutter contre le cynisme par les bons moyens, mais non pas simplement en croyant au Père Noël. Et encore faut-il que vous nous laissiez le droit de cette mise en question dont parlait Merleau-Ponty tout à l'heure, et qui me paraît être justement l'intérêt de l'existentialisme, qui est le refus précisément d'une solution toute faite et une possibilité perpétuelle quand il s'agit précisément de solutions à apporter à l'organisation sociale ou économique, d'ouverture à des possibilités nouvelles. Et ce qui nous inquiète un peu précisément dans le communisme, c'est cette sorte de solution toute faite et définitive qui ne me paraît pas laisser place à cette invention dont pourtant vous parlez. Pourquoi ai-je employé tout à l'heure cette formule paradoxale de croire au Père Noël? C'est parce que je pense que le marxisme, lorsque l'on le prend avec un esprit sceptique et un esprit de sophiste, eh bien on le dénature complètement. Parce que dans le marxisme, et comme fondement même de cette théorie, il y a cet optimisme foncier qui s'exprimait dans cette parole de Marx: la société ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre. Monsieur le pasteur Jousselin. Hervé, je voudrais vous reprendre en revenant un peu en arrière sur votre formule de Père Noël. Je crois en effet, avec vous, aux vertus de l'enthousiasme et de la générosité. Mais je crois aussi souvent que l'appel à ces vertus a été une tromperie et un mensonge. C'est parce qu'on a prostitué ces générosités naturelles des jeunes, cette volonté de sacrifice et de création, sans objectif très précis, que la jeunesse maintenant est sceptique, que maintenant elle est cynique et qu'elle considère qu'elle a toujours été trompée. Et je crois qu'il n'y a pas seulement le problème de critiquer et d'expliquer ce qui est passé, mais que vraiment la jeunesse est prête à nouveau à reprendre sa générosité et son enthousiasme si on lui offre non seulement une explication du monde, mais une construction du monde. Dites-lui qu'elle peut trouver un monde à sa mesure, un monde humain, un monde où elle aura un rôle à jouer, une place à occuper, et vous la verrez maintenant bâtir, vous la verrez marcher, vous la verrez s'enthousiasmer, à condition qu'elle soit certaine de ne pas être trompée. Est-ce que l'erreur de, précisément, beaucoup des régimes précédents n'a pas été de vouloir asservir la jeunesse au lieu de servir la jeunesse? Et est-ce que notre tâche aujourd'hui n'est pas précisément celle-là? C'est le père Danielou qui pose la question. Qui veut y répondre?
Je crois qu'en effet, le thème et le mythe de la jeunesse a été employé par les régimes fascistes en particulier, qui ont voulu opposer la jeunesse aux autres générations. En réalité, il s'agissait de mobiliser la jeunesse pour des causes équivoques, et c'est pour cela qu'on employait de tels thèmes. Mais je crois néanmoins que le signe de la vitalité d'une nation, c'est la manière dont les jeunes hommes et les jeunes femmes trouvent à mettre au service de la société ou de la nation leur qualité d'héroïsme, de désintéressement, d'enthousiasme, et qu'il sera nécessaire, si nous voulons supprimer cette crise, il sera nécessaire que, dans notre pays, nous faisions appel encore davantage à ces qualités de la jeunesse. Je crois qu'au sortir de cette lutte de 4 ans, où nous demandions aux jeunes, surtout de se battre, de prendre le fusil, eh bien, ils se sont trouvés devant des conditions économiques et sociales extrêmement difficiles, extrêmement complexes. Il y a eu des erreurs, il y a eu une atmosphère de malaise pendant toute une période. Il appartient aujourd'hui, puisqu'on parle toujours de production, de reconstruction, puisqu'on parle de relever le pays, de faire appel dans tous les domaines aux jeunes et de leur montrer qu'ils peuvent précisément développer toutes leurs qualités. En résumé, messieurs, si je vous ai bien compris, la crise est grave, elle existe, mais les remèdes sont à portée de la main. Limitée, cette crise. Et c'est une crise de croissance. Donc, il ne faut pas en avoir une vue trop uniquement pessimiste. Non, je ne crois pas. Et peut-être en elle-même porte-t-elle déjà certains germes d'avenir. Enfin, en tout cas, la crise de la jeunesse n'est qu'un aspect particulièrement visible de la crise ou des difficultés que nous rencontrons tous. Et c'est par conséquent une solution d'ensemble qu'il faudrait adopter. Absolument. En effet, il n'y a pas de solution si un dialogue sincère ne s'établit pas entre les diverses générations, si l'apport de l'expérience du passé, des vies passées, des vies vécues que représente l'âge adulte, n'est pas complété par les forces d'enthousiasme, des volontés créatrices et d'expression de la jeunesse. Vous m'avez dit, mon cher Danielou, que nous, communistes, nous proposions un système fermé et des solutions toutes faites. Eh bien, je crois que sur ce point, vous avez tort. Il suffit de nous regarder ce que nous faisons aujourd'hui en France. Et pour ma part, je pense qu'avec vous, avec le pasteur Jousselin, avec Merleau-Ponty aussi, eh bien, nous arriverons à trouver de nouveaux itinéraires et de nouvelles solutions. La réalité dépasse l'imagination et les abstractions. Et je suis persuadé que si nous luttons tous ensemble, nous arriverons à quelque chose de solide. Je pense en effet que nous devons ensemble travailler à résoudre ce problème de la jeunesse en l'associant d'ailleurs elle-même à cela. Maintenant, je pense aussi qu'il faut donner une âme à cette jeunesse, et c'est là où je pense que tout travail en commun suppose que chacun d'entre nous apporte cette foi qui est la sienne et qui répond à une de ces crises actuelles des jeunes, qui n'est pas seulement une crise matérielle, mais aussi une crise spirituelle. Mon père Danielou, je vous remercie de cette idée du travail en commun, car ce qui me paraît original pour la jeunesse française actuellement, c'est qu'elle a entrepris cet itinéraire que Hervé nous proposait. Il n'y a rien de plus frappant que de penser que les jeunes de l'UJRF, les jeunes de l'association catholique, les jeunes du scoutisme, des auberges sont tous unis dans leur union patriotique d'organisations de jeunesse. Certes, toutes ces organisations représentent une minorité, mais c'est une minorité qui déjà est unie, cherche à se respecter, à s'aimer et à travailler ensemble. C'est un signe d'espérance pour nous tous. En somme, vos conclusions sont résolument optimistes, et je ne suis pas pessimiste non plus, car être pessimiste, c'est croire que tout ira forcément mal, et ça n'est pas du tout mon idée. Ce que je crois simplement, mais d'une façon décidée, c'est que la meilleure manière de sortir d'une maladie, c'est d'en rechercher les causes, et quand il s'agit, comme maintenant, d'une maladie collective, de les expliquer à tous. Maurice Merleau-Ponty vient de conclure un débat sur le nouveau mal de la jeunesse, débat auquel ont participé avec lui le révérend père Danielou, Pierre Hervé et le pasteur Jousselin. Notre émission est terminée. Demain à 22h, le magazine du spectacle de la Tribune de Paris.